Salut, c'est Anthony, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux différentes évolutions et restrictions qui ont affecté l'accès au crédit immobilier durant cette première partie d'année 2020, car clairement, les règles ont changé et l'attitude que vous allez avoir en réaction à ces différentes évolutions et restrictions va être déterminante dans votre objectif d'atteindre la liberté financière. Cette vidéo sera en deux parties parce que le contenu va être assez dense. Au cours de cette première partie de vidéo, on va présenter en détail ces différentes évolutions et restrictions et on va analyser les conséquences directes sur le marché de l'immobilier et plus particulièrement pour les investisseurs. Dans la deuxième vidéo, nous verrons les trois types de réactions que cela peut provoquer et surtout les différentes leçons que nous pouvons en retirer. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne pour continuer à faire grossir la communauté de celles et ceux qui se fixent comme objectif d'atteindre la liberté financière. Passons maintenant aux différentes évolutions et restrictions qui ont affecté le marché immobilier durant cette première partie d'année 2020. Cela a commencé précisément le 20 décembre 2019 avec des recommandations fixées par le Haut Conseil de stabilité financière qui a mis en avant la nécessité pour les banques d'être plus prudentes et d'arrêter de dépasser les 33% de taux d'endettement et également d'arrêter de faire des crédits qui dépassent une durée de 25 ans. Je vais maintenant vous lire quelques passages de ces recommandations que vous pourrez retrouver dans le lien en description. Donc premièrement, il est noté que afin de ne pas pénaliser l'accès à la propriété, une partie de la production pourra s'écarter des critères recommandés, donc les deux critères qu'on a vus juste avant. Cette marge de flexibilité devra cependant répondre à un strict souci de proportionnalité et pouvoir être justifiée dans le cadre d'une politique écrite. Donc là concrètement, il est noté que voilà, le cadre est posé, il est possible de temps en temps de sortir de ces deux recommandations, donc de ne pas dépasser une durée de 25 ans et de ne pas dépasser un taux d'endettement de 33%. Mais lorsque la banque décide de sortir de ces deux critères, elle va devoir finalement rendre des comptes avec une trace écrite qui justifie précisément pourquoi elle a décidé de sortir de ce cadre et donc de jouer sur cette marge de flexibilité. Alors je poursuis, par la suite, il est stipulé que la flexibilité admise usuellement pourra aller jusqu'à 15% de la production trimestrielle de nouveaux crédits. Au moins les 3/4 de cette flexibilité maximale sera réservée aux primo-accédants et aux acquéreurs de leur résidence principale. S'agissant des crédits octroyés dans le cadre de cette flexibilité, un endettement maximal de 7 années de revenus est préconisé. Donc là, clairement, on est en train d'expliquer à quel point les investisseurs ne sont pas la priorité des banques parce que les 3/4 de ces 15% de marge de manœuvre sont réservés soit pour les primo-accédants, soit pour les gens qui recherchent à acheter une résidence principale. Donc clairement, encore une fois, les investisseurs ne sont pas la priorité des banques. Et surtout la fin du passage que je viens de vous lire, quand il est noté que s'agissant des crédits octroyés dans le cadre de cette flexibilité, un endettement maximal de 7 années de revenus est préconisé. Donc là concrètement, pour les investisseurs, ça devient très compliqué parce que quand on regarde les encours qu'on peut avoir par rapport au crédit qu'on a souscrit dans les années précédentes, on se retrouve avec un encours qui dépasse largement ces 7 années de revenus. Donc voilà, là le cadre est posé. On verra tout à l'heure comment réagir par rapport à ça, mais les règles sont clairement en train de changer avec les banques qui suivent de plus en plus près ces recommandations. Et enfin, plus loin, il est stipulé que le Haut Conseil, en lien avec l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sera particulièrement vigilant quant au suivi de la présente recommandation et à l'évolution des pratiques d'octroi. Donc là, on se rend compte à quel point les banques ont clairement intérêt à suivre ces recommandations parce qu'elles vont être contrôlées par rapport à ça. Donc on verra, comme je disais tout à l'heure, par la suite, dans la prochaine vidéo, les réactions qu'on peut avoir par rapport à ça. Mais là, clairement, les règles sont en train de changer. Les banques ont vraiment intérêt et presque obligation à suivre ces recommandations. Cette marge de manœuvre de 15% n'est clairement pas à l'avantage des investisseurs. Donc voilà, c'est important de comprendre ces nouvelles règles du jeu pour éventuellement être capable d'y réagir. En sachant que ces recommandations datent du 20 décembre 2019, c'est-à-dire avant même le début de la crise sanitaire. Donc on peut considérer que c'est encore pire aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle le 18 juin 2020, le Haut Conseil de stabilité financière a réitéré ces recommandations qu'il avait formulées en fin d'année 2019. Alors deuxième évolution, une évolution qui concerne ce qu'on appelle le taux d'usure. Donc définition officielle du ministère des Finances, le taux d'usure est le TAEG maximal auquel un prêt peut être accordé. Donc le TAEG, ça comprend le taux d'intérêt de base, les frais de dossier, les frais éventuellement dus à un intermédiaire, les coûts d'assurance et de garantie, éventuellement les frais d'ouverture et de tenue de compte et éventuellement le coût d'évaluation du bien immobilier. Il faut savoir que ce taux d'usure est revu tous les trimestres et que durant les 2 premiers trimestres de l'année 2020, on était sur une baisse de ce taux d'usure avant de légèrement remonter au 1er juillet 2020.
Par rapport à ça, je vais vous citer un petit passage de Sandrine Alonier, porte-parole de Vous Financer, qui dit que si les taux moyens sont de 1,55% sur 25 ans, certains emprunteurs avec moins de 40 000 € de revenus obtiennent plutôt des taux proches de 2%. En ajoutant l'assurance de prêt, les frais de garantie et de dossier, le TAEG dépasse alors le taux d'usure qui est de 2,51% et le dossier est alors refusé. Donc là, on ne va pas trop rentrer dans le détail, mais on voit concrètement l'impact que la baisse du taux d'usure peut avoir sur l'accès au crédit immobilier en excluant de plus en plus de personnes. Et enfin, dernières évolutions clairement liées à la crise sanitaire actuelle, pour lesquels je vais vous citer un extrait d'un article que j'ai trouvé hyper intéressant pour vraiment comprendre de quoi il s'agit. Donc je sais que je lis beaucoup aujourd'hui, mais quand on découvre des articles intéressants, c'est important de les partager. Cet article dit que si la demande des ménages est restée forte après le déconfinement, les incertitudes économiques, mais aussi le risque de chômage, ont conduit les banques à se montrer prudentes, refusant donc des financements. Les profils d'emprunteurs privilégiés aujourd'hui sont ceux qui présentent un emploi stable ou une employabilité facile tout du moins et dont le dossier permet de respecter les normes imposées par le Haut Conseil de stabilité financière. Donc tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo. L'apport personnel reprend dans ce contexte toute son importance, les banques n'octroyant plus de crédit immobilier à 110%, notamment pour rester dans les clous du Haut Conseil de stabilité financière. S'il y avait un conseil à donner aux emprunteurs, ce serait donc de constituer cet apport dans la mesure du possible. On considère qu'un apport personnel doit être au minimum de 10% du montant total de l'emprunt, ce qui permet de financer les frais de notaire et de garantie, mais un apport plus important ne peut être qu'apprécié par les banques. On verra tout à l'heure les conséquences directes de ces différentes évolutions, mais clairement, quand on lit ce genre d'article, on se rend compte à quel point les banques sont en train de se focaliser quasiment exclusivement sur les dossiers les plus qualitatifs. Passons maintenant aux conséquences directes de ces différentes évolutions sur le marché de l'immobilier. La première conséquence que je vois quand on lit en détail les recommandations du Haut Conseil de stabilité financière dans le document que je vous ai mis en description, on se rend compte qu'il est uniquement question de taux d'endettement et non plus de reste à vivre. Donc là, on peut se poser la question de savoir comment les banques vont réagir par rapport à ça. Est-ce qu'elles vont réellement exclure de leur calcul cette notion de reste à vivre en se concentrant uniquement sur cette notion de taux d'endettement, ce qui peut être clairement désavantageux pour un couple par exemple qui touche 7, 8 000, 10 000 € par mois. Parce que si on se concentre uniquement sur cette notion de taux d'endettement, on en oublie que le reste à vivre est quand même assez conséquent, beaucoup plus conséquent qu'un couple qui touche 3 000 € par mois. Donc voilà, ça c'est le premier point sur lequel je me pose des questions. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez eu l'occasion d'aller voir votre banquier par rapport à ça pour solliciter un prêt, pour savoir un petit peu comment ils réagissent par rapport à cette notion de reste à vivre, si elle a totalement disparu dans leur calcul pour savoir s'ils vous octroient un prêt immobilier. Deuxième conséquence directe sur la part des dossiers refusés qui a atteint à la mi-juin 9,8% des dossiers contre 6,6% à fin mai. Donc là, on est clairement sur une augmentation du nombre de dossiers refusés parce que les banques aujourd'hui clairement refusent des dossiers qu'elles auraient acceptés il y a quelques mois, surtout l'année dernière quand on était dans un contexte beaucoup plus favorable. Donc ça, c'est la deuxième conséquence qui est réellement directe et qui impacte de plus en plus de personnes dans l'accès au crédit immobilier. Autre conséquence directe, on savait déjà avant la crise que ces différentes restrictions allaient exclure 100 000 personnes de cet accès au crédit immobilier. Mais avec la crise qui est passée entre-temps, on estime aujourd'hui ce chiffre plutôt aux alentours de 200 000 à 250 000 opérations refusées. Par rapport à ça, si vous allez sur le site Vous Financer, vous allez vraiment trouver un tableau qui est extrêmement précis et parlant pour vraiment comprendre les conséquences directes de ces différentes évolutions. Donc c'est un tableau qui s'intitule Profil moyen des dossiers refusés qui compare 2019 et 2020. Donc vous allez le voir en détail, je pourrais peut-être vous mettre le lien en description, notamment quand il est question du revenu annuel du ménage. Donc encore une fois, on parle des dossiers qui sont refusés. En 2019, on était sur un revenu de 51 000 €, alors qu'aujourd'hui, on refuse des dossiers avec pourtant des salaires de 57 000 €. Donc ça, c'est juste un exemple de ce que vous allez trouver dans ce tableau, mais ça permet vraiment, encore une fois, de se rendre compte des conséquences directes de ces différentes évolutions sur le marché immobilier. Et enfin, dernière conséquence directe qui concerne les investisseurs immobiliers, à fin mai 2020, 30% des crédits refusés concernaient des investisseurs contre 26% en mai 2019. Donc là, on voit clairement une augmentation de 4 points de ce chiffre-là. On se rend compte à quel point les règles du jeu ont changé, qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué d'investir dans l'immobilier par rapport à ce que ça pouvait être en 2019 et sur les années précédentes. Donc ça ne veut pas dire que tout est terminé, que c'est impossible maintenant d'investir, mais c'est important de garder les pieds sur terre. On verra dans la seconde partie de la vidéo comment réagir par rapport à ça, quelle stratégie utiliser pour continuer à investir. Mais voilà, je le répète, c'est important de garder les pieds sur terre, d'arrêter de rêver en se disant « ouais, de toute façon, c'est facile, tu peux acheter 10 appartements même en étant au chômage ». Non, clairement, en ce moment, les règles du jeu ont changé. C'est important pour vous de savoir comment vous adapter par rapport à ça. Mais encore une fois, je le répète pour la troisième fois, gardez les pieds sur terre, analysez les chiffres,
Tenez-vous informé des différentes évolutions en ce qui concerne les recommandations par exemple du Haut Conseil de stabilité financière. C'est hyper important pour savoir exactement quelle stratégie adopter. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette première partie de vidéo. La seconde partie arrivera dans quelques jours sur la chaîne. D'ici là, dites-moi dans les commentaires si vous étiez déjà au courant de ces différentes évolutions et restrictions en ce qui concerne l'accès au crédit immobilier et si vous en subissez déjà actuellement les conséquences. Si et seulement si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche et à partager cette vidéo. Si vous avez autour de vous des personnes qui sont également intéressées pour progresser chaque jour vers l'atteinte de la liberté financière, je vous remercie pour votre attention. J'ai vraiment hâte de vous retrouver pour la seconde partie de cette vidéo. D'ici là, on ne lâche rien pour progresser chaque jour vers l'atteinte de notre liberté financière. Je vous dis à très vite.